Moi aussi, je suis directeur par intérim en ce moment à l'École des sciences infirmières. Je sais qu'en tant en temps de pandémie, c'est assez spécial de faire de la direction, surtout des programmes professionnels. Mais alors aujourd'hui, le but de la présentation, c'est vraiment d'engager une discussion sur la psychiatrie et la santé publique en général et de problématiser la question du risque qu'une personne pose pour elle-même et pour autrui et comment ce risque vient justifier des interventions qu'on pourrait qualifier de coercitives. Alors, le but de la présentation, c'est également de pousser la discussion et de faire certains constats de ce qui se passe en ce moment en temps de pandémie pour les personnes aux prises avec un problème de santé mentale, surtout alors qu'on considère là, souvent que ces personnes-là peuvent être ou représenter un certain risque. Puis on va pouvoir parler de ce que je veux dire là, par la question du risque. Alors, au cours, juste pour vous donner un petit peu là, un aperçu de ce que je fais en tant que recherche, depuis environ là, les 10-15 dernières années, je travaille avec des collègues sur la question de la violence en psychiatrie et plus spécifiquement sur l'utilisation des mesures de contrôle, notamment l'isolement, les contentions physiques, contentions chimiques, puis d'autres types qu'on pourrait appeler des mesures d'exception, telles que l'hospitalisation forcée. Alors, je vous ai juste mis un peu, là, je ne sais pas c'est quoi le parcours des participants aujourd'hui, mais je voulais juste vous montrer un peu à quoi on fait référence lorsqu'on parle d'utilisation de mesures de contrôle. Lorsqu'on parle sur le terrain, dans les milieux hospitaliers, et quelqu'un a un risque pour sa santé ou le bien-être, ou je devrais dire son bien-être et le bien-être des autres, surtout lorsque ça a rapport avec la violence, il y a certaines interventions qui sont justifiées. Dans les petites images que je vous ai montrées, il y en a certaines d'entre elles ici là, qui sont généralement considérées de dernier recours. Ça, je vais y revenir aussi là-dessus. Alors, à gauche, dans les images que vous voyez, il y a ce qu'on appelle une contrainte ou une contention physique Pinel. À côté, c'est une autre, puis ça, c'est tous les membres sont attachés à un lit. Celle-là qui est après, c'est une contrainte qu'on appelle Argentino. Alors, c'est plutôt comme un gros filet qui nous garde attachés à un lit également. Et par la suite, on a aussi une salle d'isolement qui, plutôt que de contrôler le corps directement, on contrôle plutôt l'environnement et les déplacements de la personne. Donc, une salle d'isolement, c'est une salle qui est barrée et où la personne peut quand même circuler. Mais il y a aussi d'autres types d'interventions qui sont moins centrées sur ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital et qui peut aussi être considérées des mesures d'exception, notamment différentes interventions qui découlent des lois pour la protection de la personne et pour autrui, qui soit permettent à un policier d'apporter une personne avec un problème de santé qu'on peut considérer comme ayant un problème de santé mentale à l'hôpital pour une évaluation. Et par la suite, il y a différentes dispositions, différents processus qui font en sorte qu'une personne peut être évaluée et aussi admise à un hôpital contre son gré, bien sûr, pour sa protection ou la protection des autres. Ça, on va pouvoir y revenir de comment est-ce qu'on considère ça et puis c'est quoi les processus en place pour que ces choses-là aient lieu. Puis Emmanuel va pouvoir probablement discuter en ce moment de comment est-ce qu'on gère certains risques en ce moment par rapport qui touchent spécifiquement les personnes aux prises avec un problème de santé mentale en temps de pandémie. OK. Alors, je vais y aller avec ma présentation. Puis, comme Jennifer l'a dit, gênez-vous pas pour les questions. Par la suite, on va pouvoir y revenir. Alors, au Canada, il y a différentes lois en matière de santé mentale permettent de façon exceptionnelle de priver temporairement une personne de sa liberté, dans la mesure où cette personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'application de ces lois par différents intervenants n'est pas sans difficulté. Plusieurs chercheurs, cliniciens, intervenants notent un manque de cohérence en ce moment dans l'application des lois qui, d'une part, cherchent à protéger la personne, mais d'autre part, permettent aussi d'appliquer différentes mesures, comme je viens de les expliquer,
qui sont contraignantes, mais souvent sous l'optique d'une pratique thérapeutique. En particulier, on revoit souvent la question de l'interprétation de la notion de la dangerosité et les critères sur lesquels elle repose comme étant, dans le fond, comme étant là, au centre des débats qu'on a. Puis là, Emmanuel a changé la diapositive, c'est elle qui la change pour moi, c'est parfait. Ce que vous voyez en ce moment, c'est, je suis allé chercher dans certaines des recherches que j'ai faites auprès du personnel infirmier. Dans le fond, c'était quoi leur processus décisionnel pour appliquer certaines mesures d'exception, notamment l'utilisation de la salle d'isolement. Puis ce qu'on voit, si vous pouvez lire l'extrait d'un verbatim, ce qu'on voit, c'est que la dangerosité et son évaluation est très variable. Alors, comment est-ce qu'une personne peut être considérée dangereuse? Comment est-ce qu'on évalue la dangerosité? On voit qu'il y a un certain degré de variabilité. Puis ça, encore une fois, on peut en parler un peu plus en détail, mais je vais y revenir aussi là, dans la présentation. Alors, en Ontario, tout comme au Québec, les textes de loi cherchent à minimiser l'utilisation des mesures de contrôle dans le contexte des interventions soignantes, soulignant que ces dernières doivent être utilisées comme dernier recours. Et puis, ce qu'on voit avec la question de la dangerosité, puis aussi avec la prochaine diapositive, pas tout de suite, là, Emmanuel, mais la prochaine diapositive qui va parler plus de la peur et de l'évaluation, on va voir que cette question-là de dernier recours n'est pas nécessairement toujours un critère pour l'utilisation des mesures d'exception. Alors, c'est quand même assez intéressant de voir cette différence-là entre la loi et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain. Alors, c'est ça. Donc, l'utilisation de pratiques qu'on pourrait dire coercitives en psychiatrie est encadrée dans un langage d'exception et bien sûr balisée là, pour dire qu'elle est utilisée de dernier recours, mais ce que les écrits actuels en évidence, ce que les écrits actuels nous disent en ce moment, c'est qu'on a vraiment une incapacité à définir pleinement ce qu'on considère comme étant un dernier recours. Certains auteurs suggèrent que le concept de dernier recours varie en fonction des caractéristiques institutionnelles, des caractéristiques interpersonnelles de la personne qui est impliquée dans la décision et bien sûr aussi les caractéristiques personnelles de la personne elle-même. Donc, si tu pourrais juste suivre à la prochaine diapositive, je voulais, Emmanuel, je voulais juste, par exemple, un des éléments qu'on peut voir qui vient influencer notre capacité de prendre certaines décisions, que ce soit au niveau individuel et même collectif, c'est la question de la peur. Alors, comment est-ce qu'on voit l'autre? Comment est-ce qu'on considère l'autre? Comment est-ce qu'on conceptualise l'autre? Donc, la personne avec qui on travaille ou le groupe avec qui on travaille. Alors, plus important encore, la manière dont toutes ces caractéristiques-là interagissent, donc les politiques institutionnelles, les interactions qui existent entre différents groupes et même les caractéristiques personnelles. Donc, dans le fond, comment toutes ces caractéristiques-là interagissent dans une situation donnée varie, ce qui conduit à un large éventail d'actions possibles. Alors, le choix de savoir si une personne est à risque ou non et si une mesure restrictive doit être utilisée pour contrôler une personne ou restreindre ses mouvements est un processus vraiment qui est défini par l'internalisation d'une menace et certaines interventions là, qui vont en découler. Puis les réponses à ces menaces-là ou ces menaces-là perçues, telles que le risque de violence qu'on pourrait voir, par exemple, en milieu hospitalier, ou dans le cadre de la pandémie, le risque de contagion, le risque de propagation, s'inscrivent dans un ensemble spécifique de valeurs et de croyances souvent partagées au sein d'un groupe et mises en œuvre par des procédures et pratiques spécifiques. Donc, il est important de se rappeler que le concept de dangerosité ne peut faire abstraction du contexte dans lequel il est défini. Et puis, bien qu'il y ait des balises légales qui viennent encadrer le recours aux mesures d'exception, le processus par lequel une personne est identifiée comme étant dangereuse ou non
résulte vraiment d'une appréciation du risque et du danger qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui. Selon Frank Ferrudi, j'aime bien utiliser ses travaux parce qu'il traite de la peur et du risque. Ce processus relève vraiment, alors le processus de déterminer la dangerosité relève de construction sociale et normes culturelles qui dictent ce qui est considéré comme étant un comportement dangereux et comment y répondre. Donc, alors, on apprend ce qui doit être considéré dangereux, on apprend comment y répondre. Il y a vraiment quelque chose de social dans l'évaluation du danger, comment on y répond. Alors, ça, c'était une petite modélisation qu'on avait faite là, à partir du projet, où est-ce qu'on regardait le processus décisionnel des infirmières. C'est simplement pour dire que tout dépendant de la situation, comment est-ce qu'on va évaluer une personne par rapport à une autre va probablement avoir des résultantes différentes. Alors, c'est un peu ce qu'on peut voir, par exemple, avec la question de la pandémie, puis qu'Emmanuel va peut-être être capable de faire ressortir ou qu'on va pouvoir discuter, c'est qu'on peut traiter certaines populations d'une certaine façon et d'autres populations d'une autre façon, malgré le fait qu'on est dans plus ou moins dans les mêmes circonstances. Alors, tout dépendant du risque qu'on associe à une population, le degré ou son degré de dangerosité, on va prendre certaines actions et on va se le justifier pour différentes raisons. Et lorsque c'est par l'entremise des soins, soit des soins infirmiers, psychiatriques ou autres, on les justifie souvent de façon plus ou moins thérapeutique, que ce soit au niveau individuel que social. Il y a un traitement de la société, surtout lorsqu'on parle de la question de la santé publique. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai. Je peux dire d'autres choses également. Sinon, je pourrais passer la parole à Emmanuel. Parce que je pourrais parler aussi de comment est-ce que ça s'inscrit dans un volet plutôt néolibéral, donc toute l'individualisation du risque. Sinon, Emmanuel, je peux te laisser parler, puis après ça, on pourrait entamer les questions. Il est 12h15. Est-ce qu'on avait 15 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, allez-y, vas-y. Merci, Jean-Daniel. Donc, moi, ce dont je vais discuter, c'est justement le contexte plus spécifique de COVID, donc de pandémie. Puis, ce que la recherche a permis de constater, c'est que ce moment-ci, donc cette période, la COVID, semble être l'opportunité de vraiment requalifier quel va être le risque psychiatrique, d'en faire une nouvelle interprétation qui va être plus large, qui va finalement ouvrir la porte à des situations qui peut-être avant ne se seraient pas qualifiées comme étant des risques sur le plan justement par exemple, de l'internement ou des mesures de contrôle, et qui vont être des situations beaucoup plus potentielles, où on va imaginer un risque, où il va y avoir une situation finalement beaucoup plus hypothétique que ça pourrait l'être normalement, et qui emporte un espèce de potentiel discriminatoire qui est assez évident. Donc, cette recherche-là, en fait, permettrait de discuter de beaucoup d'autres choses que de la question du risque, notamment de la question des accros procéduraux qui peuvent être faits devant les tribunaux actuellement en temps de COVID, et sur cette question des gardes en établissement notamment, donc des internements, ou sur la question des conditions d'hospitalisation. Je vais en parler vraiment brièvement, mais je n'aurai pas le temps de développer beaucoup là-dessus. Alors, juste brièvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai constitué plusieurs corpus documentaires pour essayer de voir comment est-ce qu'on se sert des procédures d'exception psychiatriques actuellement, donc des procédures d'exception fondées sur le risque, plus particulièrement la garde en établissement et les mesures de contrôle dont Jean-Daniel a déjà parlé. Donc, j'ai été chercher les documents légaux et non légaux émis par le gouvernement et le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis différentes directives administratives qui ont été émises par différentes institutions de l'État. La jurisprudence. J'ai regardé aussi ce que les journaux rapportaient sur la pratique parce qu'il y a très peu d'informations très, très précises sur comment ça se passe dans les hôpitaux actuellement. J'ai regardé aussi la littérature scientifique qui permet un peu de prendre une distance, je dirais, par rapport, puis de critiquer, peut-être d'émettre un point de vue critique par rapport aux choix qui ont été faits de gouvernance, des choix officiels qui ont été faits.
Et j'ai parlé aussi informellement à des organismes de défense des droits puis à des avocats qui pratiquent dans le domaine, histoire de voir un peu comment eux, qu'est-ce qu'ils constatent finalement. Peut-être juste pour commencer, prendre note du fait qu'il y a un arrêté ministériel depuis le 4 avril 2020 qui permet, afin d'éviter toute contagion par la COVID-19, aux directions de santé publique d'ordonner qu'une personne qui ne consent pas à s'isoler volontairement s'isole pour une période d'au plus 14 jours sans ordonnance de la Cour. Donc là, il y a un ensemble de critères, mais disons que beaucoup de personnes peuvent facilement se qualifier, entre guillemets, pour ce genre, par exemple, de confinement involontaire, puisque par exemple, le fait d'être soi-même à risque ou de vivre proche de personnes à risque ou d'être dans un contexte où il y aurait des personnes à risque est suffisant pour se retrouver, en fait, pouvoir en fait avoir une ordonnance de ce genre-là. Donc, je vais commencer par parler des politiques, puis dans un deuxième temps, je vais parler des pratiques. Donc, ce que la littérature révèle. Donc, assez rapidement, en fait, le gouvernement du Québec a demandé à l'INES, donc l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, de produire un avis, en fait, sur quels effets pourrait avoir le délestage des lits en milieu psychiatrique, puis les mesures alternatives à l'hospitalisation, puisqu'on a décidé d'hospitaliser le moins possible, sur les personnes concernées. Et donc, l'INES fait une revue de la littérature, mais au final, elle fonde son avis sur 8 documents et plus spécifiquement sur cette question-là du risque, sur la question de est-ce que les personnes vont pouvoir respecter les mesures sanitaires. Elle se fonde sur essentiellement 3 documents pour dire que les patients psychiatriques pourraient avoir davantage de difficultés à accepter et à respecter les mesures sanitaires mises en place pour réduire la propagation de la COVID-19. Et que les patients qui présentent une psychose peuvent avoir une perception erronée de l'environnement, une mauvaise compréhension des mesures de protection à prendre pour ne pas s'exposer à la COVID et donc qu'ils représentent un risque particulier. Cet avis-là est fondamental parce qu'on constate que c'est en fait cette orientation que prend à ce moment-là ou que propose l'INES à ce moment-là va vraiment influencer les autres directives qui vont être émises et les pratiques. Pourtant, la revue de la littérature scientifique est loin d'être unanime sur cette question-là. C'est vrai qu'il y a une certaine littérature, donc il y a un consensus à l'effet que les patients psychiatriques et notamment les patients qui effectivement présentent des psychoses sont plus à risque de contracter la COVID-19. Par contre, quant à savoir pourquoi puis quoi faire, il y a vraiment 2 écoles de pensée. Il y en a une qui va vraiment dans le sens de l'INES et qui propose même que les personnes qui sont, par exemple, qui ont un diagnostic de schizophrénie soient mises directement en quarantaine, puis qu'elles y restent et qu'elles aient la vaccination obligatoire, etc. Un peu comme si elles étaient elles-mêmes atteintes de la COVID-19, même si elles ne l'ont pas. Mais il y a toute une autre vision des choses qui explique en fait cette situation de risque accru par la discrimination systémique que vivent les patients psychiatriques dans le système de santé, dans la société et les conditions de vie dans lesquelles ces patients-là se trouvent, qui compliquent en fait bien souvent la possibilité d'établir la distanciation sociale. Et donc, pour ces auteurs-là, on propose plutôt des actions au niveau politique, des actions structurelles, notamment l'investissement massif en santé mentale, la dispense de soins en communauté, le soutien aux équipes multidisciplinaires, aux familles, etc. Et on dit que les mesures coercitives, donc vraiment à l'encontre de ce que dit le premier courant, puis l'INES, les mesures coercitives devraient être utilisées en dernier recours seulement. Donc, en mai dernier, donc la Direction générale adjointe des services de santé mentale et de psychiatrie légale émet 2 avis, deux directives, une qui concerne la gestion des comportements perturbateurs et une autre qui concerne la gestion des contacts dans les unités d'urgence et d'hospitalisation. Donc, dans le premier cas, on dit que le recours à une mesure de contrôle, par exemple isolement, contention, peut devenir nécessaire lorsque l'infection à la COVID-19 représente un risque imminent pour la personne ou pour les autres, en raison de comportements inadaptés, par exemple crachat volontaire. Bon, il faut savoir que la loi sur les services de santé et services sociaux prévoit effectivement qu'il doit y avoir un risque imminent, mais ça va être un risque de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions et que c'est dans ce contexte-là uniquement qu'on doit utiliser les mesures ou qu'on peut utiliser les mesures de contrôle. Donc là, on voit quand même qu'il y a une espèce de glissement en termes du type de risque qu'on va pouvoir considérer pour utiliser les mesures de contrôle et notamment l'isolement. Dans un deuxième temps, la Direction générale dit qu'une garde en établissement pourrait être appliquée en dernier recours pour les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale qui se trouvent en communauté et qui refusent de se conformer aux mesures d'isolement en raison d'un état mental perturbé.
Il faut savoir que là, on ne parle pas de personnes qui ont la COVID. On parle bien dans ce document-là de personnes qui négligent ou qui refusent d'appliquer les mesures anti-COVID. Et il faut voir aussi que la loi prévoit que le danger qui permet d'utiliser une garde en établissement, c'est un danger pour soi ou pour autrui qui doit être démontré par des faits. Et donc, de façon générale, on s'attend à une preuve devant le tribunal qui va être une preuve de l'ordre de faits clairs qui démontrent une dangerosité. Or, ici, on ne parle vraiment pas là, du même genre de danger que celui dont on parle habituellement, qui donc va plutôt concerner un certain passage à l'acte ou des situations difficiles, problématiques. Donc, dans les pratiques, qu'est-ce qu'on a pu observer? Comment ça s'est concrétisé dans les pratiques? Je vais passer très rapidement sur la question des hôpitaux parce que finalement, c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans les hôpitaux, étant donné que les patients ont eu beaucoup de difficultés dans les derniers mois à communiquer avec l'extérieur. Donc, ça, les avocats puis les groupes de défense des droits me l'ont vraiment confirmé. Il y a très peu de contacts, donc on sait peu comment ça se passe. Par contre, on sait, notamment via les journaux, que les personnes ont été privées de sortie, même sur les balcons ou sur les terrains des hôpitaux, qu'elles ont été privées de visite également, puis que c'est généralement sous prétexte du fait qu'on ne sait pas si elles vont respecter les mesures anti-COVID et qu'on n'a pas le personnel suffisant pour faire une surveillance qui va être de la surveillance adéquate pour s'en assurer. Donc, je ne peux pas m'étendre plus que ça là-dessus, mais ce qu'on rapporte quand même, c'est que des gens ont été mis en isolement. Puis ça, je l'ai vu à plusieurs reprises là, dans les journaux avec des témoignages, etc., que c'était soit des familles, soit des personnes elles-mêmes, des personnes qui ont été mises en isolement pendant 14 jours, voire plus, ce qui ne correspond pas du tout là, au protocole prévu pour l'utilisation des mesures de contrôle. Après la déclaration de l'état d'urgence, donc en mars dernier, 2 semaines plus tard, il y a déjà des demandes qui sont déposées, des demandes de garde en établissement ou de garde provisoire, donc d'évaluation psychiatrique qui vont être déposées devant les tribunaux en invoquant la COVID-19. Elles sont toutes accordées. Et donc, ces demandes-là vont concerner 3 profils de personnes. C'est vraiment ce que j'ai observé. Donc, des personnes qui vont souffrir de désordres psychotiques, des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, ou des personnes aînées qui vont présenter des troubles cognitifs. Et là, on va dire toutes sortes de choses sur ces personnes. Par exemple, le fait que les personnes pensent que la COVID n'existe pas, que c'est un rêve, que les personnes ont des idées délirantes, notamment en lien avec la COVID, qu'elles souffrent d'être confinées à la maison depuis des mois, donc elles n'appliquent peut-être plus les mesures ou qu'elles sont incapables de les comprendre l'urgence sanitaire, comprendre les mesures ou ne les appliquent tout simplement pas. On va rapporter un ensemble de situations assez variées, par exemple un épisode d'errance qui aurait peut-être pu placer la personne en situation de contagion, le refus de se soumettre à un test de COVID-19, une fuite pathologique, soit une tentative de franchir les douanes canado-américaines, madame voulant alors s'établir aux États-Unis pour s'y trouver un chum, ou une visite dans un supermarché malgré la consigne de confinement. Et on va rapporter dans cette décision judiciaire-là, par exemple, que les parents pensent que, par exemple, leur enfant ne respecterait pas les mesures anti-COVID, qu'il ne les comprend pas, qu'il ne souhaite pas les respecter. Les médecins qui vont dire aussi qu'ils pensent que les défendeurs sont à risque de contracter la COVID. On va souvent parler du milieu de vie des défendeurs pour dire que c'est un milieu de vie à risque parce que, par exemple, les conditions sanitaires ne sont pas adéquates, qu'ils sont à proximité d'autres personnes, que ce soit dans un établissement d'hébergement, que ce soit dans un domicile, mais que ce soit aussi évidemment dans la rue. Alors, ce qu'on observe, c'est que même si ces situations-là ne justifient pas en soi les décisions judiciaires d'interner quelqu'un, ça va quand même être un élément central dont on va discuter énormément autour de la question du risque, justement, que peut présenter cette personne-là. Et donc, ce risque dont il est question ici, c'est vraiment le risque d'être exposé à la COVID, puis éventuellement de le contracter et de le transmettre, de la transmettre. Et donc, ce sont des risques qui sont très hypothétiques et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation psychiatrique comme on peut le faire ou comme on le fait habituellement, mais plutôt d'une évaluation des comportements, une évaluation de notre impression de ce que la personne peut comprendre, etc., qui finalement est assez différente et assez peu fondée sur des faits, assez différente de ce qu'on fait habituellement, puis assez peu fondée sur des faits, assez peu documentés. Et cette pratique-là a plusieurs conséquences. Je vais terminer avec ça, puis mais assez rapidement. Donc, je pense 2 types de conséquences importantes. D'abord,
pour voir que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, les personnes qui font l'objet d'une hospitalisation ou d'une procédure judiciaire sont loin d'être les seules qui s'exposent à un tel risque. Donc, durant l'été 2020, alors que le Québec déconfinait et que les personnes hospitalisées étaient toujours, elles, confinées sans sortie, sans visite et dans certains cas isolées dans des chambres, 52% seulement des Québécois déclaraient qu'ils portaient un masque. On a vu des images là, de gens en vacances qui étaient des foules, etc. Donc, la distanciation sociale n'était pas nécessairement maintenue constamment. Or, il y avait vraiment cette différence-là. À partir du moment où vous avez un problème de santé mentale, vous devez particulièrement vous astreindre à ces mesures-là. Puisque sinon, on pourrait éventuellement aller vers ces mesures de garde ou ces mesures de contrôle qui sont très contraignantes finalement. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point et mon point final finalement, c'est que ces mesures-là très contraignantes, on peut se poser la question pourquoi on les utiliserait alors qu'on a la possibilité d'utiliser le décret ministériel dont j'ai parlé au début, qui permet quand même de garder quelqu'un confiné pendant 14 jours à partir du moment où on pense qu'elle peut avoir la COVID ou qu'elle est à risque de le transmettre ou peu importe cette situation spécifique-là. Pourquoi aller plutôt vers une garde en établissement qui, elle, est beaucoup plus contraignante dans un contexte hospitalier difficile où on va justement souvent isoler les personnes où elles n'auront pas de contact avec l'extérieur, etc. Pourquoi choisir ces mesures particulièrement coercitives-là quand on en a d'autres qui sont plus faciles à utiliser puisqu'elles ne nécessitent pas d'ordonnance judiciaire? On en a d'autres à notre portée. Donc, ça montre quand même une différence réellement de comportement puis d'attitude. Donc, quand on a un diagnostic psychiatrique, il semble que l'évaluation du risque soit déjà toujours plus élevée que pour la population ordinaire, je dirais. Donc, voilà. Merci. Jennifer. Oui, j'arrive. Merci beaucoup à vous deux pour ces propos très intéressants. Alors, j'invite à l'auditoire de taper des questions dans le Q&A. Mais peut-être pour commencer, je vais poser la première question. Et c'était sur... Il me paraît que des mesures pour éviter la transmission ou la contraction de la COVID elles-mêmes peuvent poser des risques accrus. Alors, je pense à la situation des gens qui sont confinés dans l'hôpital et des décisions de ne pas avoir des visiteurs, de ne pas permettre des visites, de cesser de donner des laissez-passer, les choses qui laissent les gens avoir des essais dans la communauté disparaissent pendant la COVID. Et c'est une manière dont laquelle les risques sont accrus pour la personne par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres manières en sorte que les mesures sanitaires envers la COVID vont aller accroître les risques pour la personne et pour la société? Jean-Daniel, est-ce que tu... Et c'est une question qui est assez complexe. Si on parle dans le fond, les mesures qu'on met en place en ce moment, est-ce que dans le fond, elles peuvent générer d'autres risques? Des risques qui potentiellement peuvent être aussi néfastes que ce qu'on essaye d'éviter. C'est vraiment, je vous dirais que c'est plutôt mon opinion que basée sur des faits. Je vous dirais que le potentiel, oui, est là. Surtout lorsqu'on parle dans le contexte actuel, des questions de santé mentale. Alors, on a des procédures, on a des politiques en place, des procédures, certaines interventions qui font en sorte, bien sûr, qu'on augmente l'isolement, donc diminue les contacts entre les personnes, diminue aussi les accès aux mécanismes qu'on a généralement en place, ce que je vais appeler ça des mécanismes de défense, mais c'est des mécanismes qui font en sorte que les gens peuvent répondre à certains besoins. Alors, on est en train, avec les mesures qu'on met en place, diminuer le recours à toutes ces mesures-là ou tout ce répertoire d'aide-là qu'on pourrait avoir. Donc,
c'est clair qu'en faisant ça, on crée aussi d'autres types de problématiques, notamment sur la santé mentale des gens. Et puis, il faut aussi s'attendre à ce que les gens aussi vont peut-être avoir certaines réactions à ça. Donc, est-ce que oui, il pourrait y avoir des effets néfastes? Absolument. Alors, selon moi, oui. Ça a d'ailleurs déjà été démontré parce que justement, dans certains sondages qui ont été menés, notamment par l'Université de la Colombie-Britannique, on a démontré que la détresse avait beaucoup augmenté dans la population, dans toutes les provinces, et notamment chez les personnes qui avaient déjà des problèmes de santé mentale à l'origine. Et donc, on peut penser que peut-être que certaines personnes qui étaient un peu fragiles, puis c'est un peu ce qu'on voit dans les décisions judiciaires, des personnes qui vivent mal le confinement, etc., qui finalement deviennent déprimés et tout, que justement, on va rapidement opter pour des mesures plus coercitives, alors qu'on pense qu'en fait, en tout cas dans la littérature, on trouve quand même d'autres façons, d'autres idées, d'autres façons d'intervenir qui pourraient justement peut-être protéger certaines personnes, justement. Par exemple, par un soutien communautaire plus intense, plus de rencontres en personne aussi avec le personnel, comme quoi les rencontres à distance sont peut-être pas non plus toujours adéquates, tout dépendant les situations puis les personnes en cause. Donc, il y aurait d'autres façons de faire, disons. Oui. Et puis, si je peux faire un peu de pouce sur ce que tu as dit tantôt également, Emmanuel, la conception du risque, c'est une des critiques lorsqu'on parle du droit et de la santé mentale. C'est exactement ça. Une personne qui est aux prises avec un problème de santé mentale, c'est là que l'étiquette vient créer une certaine problématique. Alors, l'étiquette d'être à risque. Donc, c'est quoi ce risque-là? C'est quoi cette conceptualisation qu'on a? C'est souvent ce risque d'imprévisibilité. Hein, il peut y avoir des liens à la violence. Donc, cette construction-là fait en sorte que l'application ou de se considérer comme un citoyen de droit varie. Alors, d'une certaine façon, on regarde cette personne-là sous un autre œil et on se justifie, surtout du point de vue de la santé, de faire certaines interventions. Puis, ce n'est pas nouveau, cette critique-là. C'est accentué par la pandémie. Mais lorsqu'on regarde des travaux qui ont été faits en 2012, même par Marcelo Otero en 2010, alors de Montréal, ce qu'on voit vraiment, c'est que en matière de gestion du risque, on commence à utiliser, dans le fond, le mécanisme thérapeutique et la suspension des droits, les mécanismes d'exception comme outil de prédilection dans la gestion des situations conflictuelles et en contexte de vulnérabilité sociale. Alors, ça nous permet vraiment de prendre action sur une population qui est extrêmement vulnérable, mais on se le justifie d'une façon thérapeutique. Alors, c'est un petit peu ça qu'on voit dans les exemples qu'Emmanuel a dit, c'est que c'est une population qui est extrêmement vulnérable, mais qui subit en même temps, je pense, l'extrême des décisions d'exception. Alors, ça peut quand même être assez problématique. Dans le fond, ce qu'on dit aussi, c'est que le thérapeutique est utilisé pour la sécurité publique. C'est assez... en temps de pandémie, c'est un constat qui est difficile à entrevoir, mais c'est la réalité qu'on voit en ce moment-là. Merci. Peut-être on pourrait continuer un peu en discussion de les droits de la personne et la vulnérabilité et droit à l'égalité dans ce contexte. J'aimerais beaucoup avoir vos réflexions sur ce sujet parce qu'on constate qu'il y a plein de monde qui soit ne croit pas à la COVID ou pense que la réaction, c'est une surréaction et qui alors vont pas... nécessairement suivre les conseils et les règles sanitaires de santé publique. Et là, la réponse, on ne peut pas mettre tout le monde dans le prison. Alors, la réponse, pour la plupart des cas, c'est une pénalité monétaire. Alors, ça se compare assez
la comparaison est assez marquante avec la réponse à des gens qui, eux autres, vont pas suivre les règles pour les raisons de santé mentale, de capacité diminuée. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce problème et la justification de l'approche différente publique? Ben, moi, je dirais que je pense que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais c'est pas les seules, on pourrait penser aux personnes en situation d'itinérance aussi, Mhm. elles vivent les deux parce que ces personnes-là reçoivent aussi les contraventions. Donc, peut-être même plus que la population ordinaire parce qu'elles sont plus exposées. Donc, elles vont faire l'objet de ces mesures-là également. Donc, en fait, c'est comme si il y a une superposition de toutes ces mesures-là. Puis, mais le fait qu'on considère ou qu'on puisse imaginer qu'on peut procéder, par exemple, avec une garde en établissement parce que la personne serait peut-être à risque de contracter la COVID, alors que pour quelqu'un qui n'aurait pas un problème de santé mentale ou un diagnostic ou en tout cas qui ne se serait pas trouvé dans une situation où elle va être étiquetée comme telle, on va opter plutôt pour d'autres mesures. C'est ça qui me semble particulièrement discriminatoire, c'est l'utilisation de ces mécanismes spécifiques. Parce que les mécanismes, tu sais, il y a deux niveaux à ça, je pense. Il y a l'application, ce qu'on fait de l'application des mesures d'urgence de santé publique, comme par exemple les contraventions ou les confinements forcés, si on veut. Donc ça va toucher davantage, effectivement, ces personnes aussi. Mais après, il y a les mesures qui existent déjà spécifiquement pour elles et qui sont déjà très utilisées, puis dont l'utilisation est déjà problématique. Et là, dans ce contexte-là, on décide qu'on va juste développer de nouvelles utilisations spécifiquement pour elles, alors que ces mécanismes-là n'ont justement pas été pensés pour ça et que ça doit faire, on doit les utiliser en dernier recours normalement. Mais l'autre élément, l'autre question que ça pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après la pandémie, alors qu'on aura fait cette nouvelle interprétation du risque, puis on va dire, je ne sais pas, on pourrait très bien imaginer des nouvelles situations où on va dire, tiens, moi je trouve que c'est risqué telle chose, pourquoi pas faire une demande de garde pour quelqu'un, l'interner parce que potentiellement telle chose, peu importe ce que ça pourrait être. Donc, cette idée on va agir sur une situation hypothétique, ça, c'est la pente glissante, je pense. Oui, je pense que ça touche un peu la question qu'il y a dans le chat de Michel Giroux. Alors, merci pour la question. Peut-être Jean-Daniel, je vais le lire puisque je pense que OK. les autres ne puissent pas le voir. Ils ne sont pas capables de le voir. Excusez, je pensais que c'était tout le monde qui avait accès. C'est bon. C'est nous trois. Alors, merci beaucoup, Michel. Michel écrit « Il me semble qu'avoir recours plus systématiquement à la garde pour des raisons moins fondées peut avoir des impacts sur les soins adéquats aux personnes qui en ont vraiment besoin. Déjà qu'il manque de lits et de ressources en santé mentale. Qu'en pensez-vous? » Absolument. Alors ça revient à ce qu'Emmanuel vient juste de dire. C'est que déjà, le processus de mise en garde et les gardes en établissement, tout ça, c'est un élément qui est problématique parce que c'était déjà critiqué et dans le sens où ça peut être utilisé pour pas nécessairement répondre au fait que les personnes ont un certain besoin ou répondre aux besoins des personnes, mais plutôt un manque de ressources qui sont en société. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur les problèmes de santé mentale avant qu'ils se développent en crise ou avant qu'on a besoin d'aller à l'hospitalisation? Alors, on voit déjà que c'est un processus qui est pas aussi bien utilisé. Ce n'est pas nécessairement utilisé d'une façon de dernier recours. Là, on a la pandémie et on utilise ce mécanisme-là probablement pas dans la meilleure façon possible, qui, oui, bien sûr, engorge les systèmes. Et est-ce qu'on finit par toucher les populations et aider les populations de la façon qu'on devrait? Encore une fois, la réponse est probablement non. Mm-hmm. Mais je pense que c'est d'autant plus questionnant que dans ce contexte-ci, on a vraiment fermé beaucoup de lits et on a dit que l'hospitalisation, c'est vraiment le dernier des derniers recours. Là. Et donc, déjà qu'il y a une pénurie de services, mais là, donc, les services sont redirigés ailleurs. Fait que c'est certain que si nos efforts vont dans ce sens-là, puis là, encore, je pense que la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut agir si quelqu'un n'applique pas les mesures. C'est pas vraiment ça la discussion, mais est-ce que c'est la bonne façon de faire, puis le bon lieu pour
pour intervenir auprès d'une personne, probablement pas. Et surtout pas de cette façon-là, parce qu'on a vu aussi, par exemple, l'augmentation du recours des incidents d'agression sur les unités de soins, notamment parce que les gens sont en détresse puis qu'ils sont confinés puis isolés dans leur chambre. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là fait en sorte qu'on peut se dire aussi que déjà que l'hôpital n'est pas nécessairement un endroit très agréable, je dirais, qu'on choisirait, dans lequel on choisirait d'aller. Mais là, actuellement, dans les conditions actuelles d'hospitalisation, c'est encore plus difficile. Donc, est-ce qu'on va régler le problème en mettant des gens de force là parce qu'ils auraient éventuellement des comportements à risque par rapport à la COVID? On peut vraiment se poser la question des effets que ça peut avoir à la fois sur la personne, sur son entourage, mais aussi sur les personnes qui auraient besoin d'une hospitalisation puis qui n'auraient pas accès. Alors, on a beaucoup de questions intéressantes. Alors, je vais lire la suivante. Alors, vu que les intervenants jouent un rôle important dans les institutions de la santé, je me demande si la COVID n'a pas exposé une faiblesse des institutions d'éducation en lien à la formation des intervenants. Il ne manquerait pas des formations dans ce domaine, peut-être, par exemple, des cours au niveau de baccalauréat et maîtrise pour les infirmiers, travailleurs sociaux, etc. Alors, je pense que c'est Jean-Daniel qui est pédagogue des sciences infirmières. Oui, absolument. Puis dans le fond, avec Emmanuel puis d'autres collègues, on travaille un peu là-dessus également parce que, oui, ils ont une formation de maîtrise, une formation au doctorat également en sciences infirmières. Mais cette question-là critique de comment est-ce que, dans le fond, on sort des éléments techniques et on commence à penser aux soins de façon plus sociale. Qu'est-ce que veut dire les soins en société? Qu'est-ce que ça veut dire pour les patients, la population? Alors, je vous dirais qu'il y a place à réflexion, qu'il y a matière à développer certains éléments pour le curriculum, notamment comment est-ce que le droit s'actualise dans les pratiques soignantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un infirmier et une infirmière d'aider les personnes à savoir c'est quoi leurs droits, à aider à actualiser leurs droits en pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que les infirmières font et comment est-ce qu'elles sont outillées pour le faire? C'est extrêmement important. Ça fait partie des codes d'éthique, ça fait partie des normes professionnelles, mais sur le terrain, considérant certaines demandes institutionnelles, est-ce que les infirmiers et les infirmières sont en mesure de faire valoir ces droits-là, d'aider la personne à cheminer et de faire revendiquer ses droits. Je vous dirais qu'en ce moment, c'est des éléments qui sont problématiques. C'est des choses qu'on est en train de regarder là, avec un collègue de l'Université du Québec en Outaouais, dans une recherche qu'on est en train de faire en ce moment qui va débuter là, sous peu. Ouais. Il y a deux personnes qui posent la question. Quelle est votre opinion ou perspective sur la réduction des risques de la transmission de la COVID entre des patients psychiatriques à l'hôpital? Je ne connais pas, je ne sais pas exactement c'est quoi les pratiques. Il faudrait qu'on parle des pratiques exactement parce que je sais que différentes institutions ont différentes. Alors, ça serait plutôt de parler de pratiques spécifiques. Alors, je ne peux pas m'aventurer juste comme ça sans savoir exactement, mais on pourrait définitivement avoir une discussion là-dessus. Alors, je vais inviter une follow-up question dans le chat. Peut-être juste dire que dans la littérature, on en parle de ça, puis on dit justement que comment les unités psychiatriques sont organisées et la formation du personnel permet difficilement justement d'appliquer des mesures de quarantaine, par exemple, qui vont être efficaces à partir d'un moment où une personne aurait la quarantaine, parce que l'unité est faite de façon à ce qu'il y a beaucoup de proximité et que ça va se concrétiser souvent en confinement ou en isolement pour tout le monde et que ça, c'est problématique justement. Il n'y avait pas nécessairement de solution à ça, mais il disait ça c'est quelque chose dont on doit tenir compte quand on procède à des hospitalisations actuellement, justement, sachant ça. Oui, c'est un bon point, c'est qu'il y a eu un mouvement au cours des années 2000 lorsqu'on a construit dans les hôpitaux qui rénovaient ou qui construisaient des nouvelles sections psychiatriques, les modèles pour, dans le fond,
pour les chambres et la structure a fait en sorte qu'on a été vers l'individuel. Donc, il y a une capacité peut-être dans les nouvelles structures. Dans les anciennes structures, c'est beaucoup de chambres multiples. Donc oui, toute la question de la proximité devient problématique. Je pense qu'Emmanuel, on s'est parlé aussi des problématiques où est-ce qu'on utilise des chambres d'isolement, des chambres, comme je parlais tantôt, là, les salles qui peuvent être barrées. Alors, ces salles-là qui n'ont pas le matériel comme une salle qu'on aurait en médecine chirurgie ou sur une autre unité. C'est des salles qui sont complètement vides et qui sont par la suite utilisées comme salle d'isolement. Alors, ça devient problématique. Il n'y a pas nécessairement de toilettes. Alors oui, il y a des problématiques souvent qui sont encoureues à cause de la structure des unités là, psychiatriques. Je vois aussi qu'il y a une question. Ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire. Puis je pourrais y répondre si vous voulez. Oui. C'est le commentaire de Louise Bélanger. Oui. Louise Bélanger-Hardy, est-ce que tu veux que je le lise? Je peux le lire, tu peux le lire. Okay, vas-y, Jean-Daniel. Oui, alors, je ne suis pas convaincu qu'il soit possible d'opposer le phénomène de mesures coercitives imposées aux patients atteints de troubles mentaux et le comportement des citoyens qui font fi des mesures que le gouvernement les encourage à suivre. Il me semble que les enjeux sont à ce point différents que les comparaisons sont difficiles. Alors, je pense que quand j'essayais de parler, là, premièrement, de la question du risque, c'est vraiment d'aller vers l'idée qu'on a une certaine conception du risque et comment est-ce qu'il peut être associé aux personnes en psychiatrie. Puis lorsque je regarde l'évaluation du danger ou la peur qu'on a de l'autre, on peut voir que ça peut venir influencer la façon qu'on va développer des interventions. Alors, ce que j'essaye personnellement ou la transition que j'essaie de faire, c'est que cette conception-là du risque, qu'on soit à l'intérieur des hôpitaux, qu'on soit en communauté, finit par être transposée dans différentes décisions ou processus décisionnels politiques. Alors, lorsqu'on regarde au niveau beaucoup plus large, on peut voir qu'il y a certaines logiques de penser que les personnes avec qui on travaille, les personnes qui sont aux prises avec un problème de santé mentale représentent un risque et on doit imposer des mesures plus restrictives envers ces personnes-là à cause qu'elles représentent un risque. Et cette espèce d'application-là, sans nécessairement avoir une individualisation là, des cas, devient problématique. Dans le fond, ce que c'est d'imposer des mesures plus strictes à une population qu'on pourrait considérer vulnérable. Alors, moi, c'est le fil de pensée. Alors, de dire qu'on doit les traiter différemment ou de dire qu'on ne peut pas vraiment comparer la population que je dirais sans problème de santé mentale, bien que je suis pas mal sûr qu'avec la pandémie, on en vit tous un peu, mais de ne pas pouvoir comparer les deux. Moi, je trouve que c'est simplement qu'on fait une différenciation qui apporte des politiques et pratiques différentes. Oui, puis là-dessus, si je peux me permettre, je pense que la différenciation, on l'a fait en amont. C'est ça le problème, c'est qu'on a déjà cette idée du risque potentiel, on a déjà cette idée que les gens ne comprennent pas les consignes. Alors qu'il semble que cette idée soit quand même plus ou moins fondée sur le plan scientifique. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va prendre des décisions par rapport aux actions qu'on va prendre. Et c'est là que c'est problématique parce que en quoi la personne qui aurait des problèmes de santé mentale représenterait plus de risques sur le plan de la propagation du virus que quelqu'un d'autre qui n'applique pas les consignes. Sur le plan de la santé publique, ça ne paraît pas si évident, en tout cas, qu'il y ait cette différence fondamentale-là, je dirais. Puis sinon, ce qu'on voit dans la littérature aussi, c'est que parmi les propositions d'action à prendre auprès des personnes, notamment psychotiques, c'est d'adapter le discours et d'être beaucoup plus pointilleux et beaucoup plus proche des personnes pour les informer et s'assurer qu'elles ont bien compris l'information concernant les mesures. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde les appliquerait, mais en tout cas, il y aurait cette façon de faire qui permettrait éventuellement de faire en sorte qu'on n'arriverait pas à des mesures coercitives. Puis ça, c'est vraiment une étape qu'on n'a pas faite au Québec. Il y a une question, un commentaire qui vient de l'auditoire. Une personne qui écrit « Je travaille comme IA en psychiatrie et en effet, la détérioration et la détresse sont augmentées chez bon nombre de patients.
depuis le début de la pandémie. Les patients bénéficieraient grandement de visites par des membres de la famille et de brèves permissions de visite pendant l'attente des fêtes à démontrer ceci. Elle remarque aussi que la plupart des patients adhèrent à la politique du port des masques sur l'unité, mais certains refusent complètement et disent ne pas croire en la COVID-19. Alors, j'invite vos commentaires là-dessus. Et aussi, il y a une question, puisque l'isolement est augmenté, quelles sont les mesures possibles qui peuvent être mises en place pour minimiser le sentiment d'isolement? Par exemple, accès accru à la visioconférence. Le Zoom fatigue pour tout le monde. Accès à FaceTime pour compenser l'absence de visite. Autres mesures possibles? En fait, par rapport à ça, cette question de donner accès à FaceTime, ce que j'ai vu dans la jurisprudence notamment qui est assez inquiétant, c'est que dans plusieurs cas, on va dire, l'hôpital va dire, c'est trop compliqué de désinfecter, par exemple, le matériel, le téléphone ou le matériel qui permet la visioconférence, donc on ne peut pas donner accès. Et ça a été aussi confirmé par les avocats auxquels j'ai parlé, qui disaient qu'ils avaient beaucoup de difficultés à contacter leurs clients parce qu'on leur dit, ben non, il est à sa chambre, je ne peux pas. Donc, il y a cet enjeu très pratique qui semble faire en sorte que les gens puissent difficilement avoir accès justement à ces mesures de contact à distance. Puis moi, je ne suis vraiment pas l'experte à savoir est-ce que ça rend. C'est sûr que c'est mieux que rien, mais après, ce qu'on voit dans la littérature notamment, c'est que dans certains cas, c'est pas suffisant, que les gens qui vivent par exemple de très grandes dépressions auraient besoin de contacts de contacts humains plus fréquents, etc. Puis que le fait qu'ils ne puissent pas voir leur famille, ça crée une grande détresse. Donc, à ce moment-là, ce que la littérature favorise, c'est vraiment de favoriser les contacts en maintenant une distance et tout ça. Donc, que oui, les contacts à distance, dans certains cas, peuvent être adéquats, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il faut faire toujours des nouvelles évaluations, je pense. Oui, puis si je peux me permettre aussi, Elisabeth, je pense que je veux renchérir un petit peu sur ce qu'Emmanuel a dit. C'est qu'on vient aussi, je suis infirmier, juste pour peut-être contextualiser, j'ai aussi travaillé en psychiatrie sur les unités et à l'urgence psychiatrique. Et puis, on vient aussi je vais dire une culture où déjà, avant la COVID, hein, la restriction aux éléments personnels, que ce soit téléphone, que ce soit linge, il y a beaucoup de restrictions qu'on vit sur les unités psychiatriques, hein, qui sont encore accentuées. Alors, déjà, l'accès au téléphone, que ce soit l'accès public, pas nécessairement ton téléphone cellulaire, mais l'accès au téléphone de l'unité ou les téléphones de l'unité, c'était déjà des problèmes qu'on voyait avant. Alors, on peut voir qu'avec la pandémie, hein, c'est accentué. Ce qu'on veut, c'est augmenter peut-être les contacts pour diminuer la détresse psychologique qui peut être avec l'isolement. Mais d'un autre côté, il y a toute ces rationalisations-là de contrôle qu'on voit sur les unités psychiatriques. Puis ça, on pourrait avoir une discussion séparément sur c'est quoi les courants actuels internationaux qui tentent de diminuer cette question-là de contrôle, trouver des nouvelles façons d'intervenir qui sont moins axées vers la coercition ou le retrait de certaines choses, mais plutôt d'être proactif et puis d'augmenter, je veux dire, les libertés des personnes. Alors, ça c'est un à côté, mais je pense qu'avec la pandémie, on fait beaucoup qu'accentuer les problématiques qui existaient déjà dans le milieu, qui est basé beaucoup sur des principes de restriction. Je vois qu'il y a 2 commentaires qui nous restent dans les quelques minutes qu'on a. Alors, je vais les lire tous 2 et peut-être vous pouvez répondre aux 2. En premier, une continuation de la question de la formation des intervenants. Et M. Vaillancourt écrit « Il semble y avoir une indication pour revisiter et bonifier la formation des intervenants en matière de compétences en droit, éthique, sociologie de la santé. Mais c'est faire reposer le fardeau sur les individus, essentiellement. Il y a aussi des moyens institutionnels renforcés, dont la consolidation de services de consultation en éthique clinique et organisationnelle dans les établissements afin de mieux soupeser en situation concrète les tensions entre les différents systèmes normatifs qui guident la prestation de soins. » Alors, quelles sont
les choses qu'on devrait faire au niveau institutionnel. Et la docteure Rosa Ducassi écrit que je suis médecin d'urgence. La réalité, c'est qu'au printemps 2020, quand on appelait la santé publique pour demander un isolement forcé, on se faisait répondre qu'il n'avait pas le temps de gérer. Une garde forçait l'administration hospitalière à trouver un moyen d'empêcher certaines personnes d'aller contaminer d'autres. Je parle surtout des itinérants, la plupart aux prises avec une pathologie psychiatrique. On trouvait cela désolant d'en arriver là et ce n'était pas par bonté de cœur. Ah oui, ça c'est évident. Mais je pense que c'est pas du tout ce qui est dit ici, là. D'autant plus qu'avec la pénurie de personnel évidente, justement, les moyens dont on a parlé, qui est notamment la question de l'information, de développer des services communautaires, d'être plus proche des personnes et tout, ça prend des ressources qu'on n'a pas là, pour l'instant dans le système. Donc, c'est évident que c'est pas par plaisir là, qu'on procède de cette façon-là, c'est certain. Oui, Mais alors, comment savoir s'il y a des... Excuse-moi. non, c'est un peu ça, c'est que, puis ça revient aussi aux commentaires, là, on remet, c'est faire reposer le fardeau sur les individus essentiellement. Puis c'est un peu ça qu'on vit. Quand on a une problématique comme ça, c'est qui vit les effets? Bien, c'est ceux qui sont en interaction. Alors souvent, on va voir les infirmières, les médecins, travailleurs sociaux qui vivent beaucoup la détresse d'imposer certaines pratiques dans le contexte dans lequel on est. J'espère que les personnes ne se sentent pas comme il y a un blâme ici qui est mis. C'est plutôt qu'on fait certains constats par rapport à la structure dans laquelle on travaille en ce moment. Alors, ce que la pandémie a fait, c'est qu'on a probablement ou on reproduit certaines façons de penser et qui fait en sorte qu'on a le réflexe, par exemple, de plus isoler, de plus utiliser, dans le fond, les mécanismes qui sont à notre disposition, qui étaient déjà problématiques et qui maintenant font ressortir encore plus ces problématiques. Alors, j'espère que c'est pas de blâmer ou de dire que les personnes au niveau de l'interaction, ce qu'elles font ou tentent de mettre en place, parce que dans le fond, il y a des politiques qui sont mises en place, puis il y a des acteurs qui doivent les opérationnaliser. Ce n'est pas de les blâmer dans le processus, mais ça nous pousse à réfléchir à qu'est-ce qui vient influencer, comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on développe ces pratiques-là. C'est là, j'espère qu'avec la pandémie, on va pouvoir faire ressortir certains constats qui vont peut-être nous aider à penser autrement. Bien sûr, en psychiatrie, je pense qu'on le dit, surtout en Outaouais, c'est de dire qu'il y a un manque de services. Ça fait longtemps que c'est dit et qu'on doit trouver une autre façon de supporter les individus là, dans leur détresse et leurs difficultés.